Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de votre journal. Au sommaire de ce journal, l'actualité nous amène d'abord en République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi fait face à l'une des plus importantes crises qu'a connu son parti politique depuis sa création à la fin des années 1980. En effet, une plainte vient d'être déposée par les membres de l'UPDS contre le président de cette formation politique, peut-être le début du déclin pour l'opposant historique. Au Gabon, la Banque mondiale et l'État gabonais ont signé 2 accords de plus de 80 milliards de francs CFA. C'était jeudi matin au ministère de l'économie et des finances à Libreville. Cet argent devrait permettre d'exécuter 2 importants projets sociaux dans les prochains mois. Au Cameroun, les usagers de téléphonie mobile, et notamment ceux de Douala, boudent les principaux opérateurs dont MTN et Orange. Une véritable campagne de boycott contre 2 leaders qui vendent les mérites de la 3 et de la 4G, alors même que la 2G annoncée en 2014 serait encore une chimère. Bienvenue à cette édition d'information et merci de nous rejoindre tout de suite. La République démocratique du Congo, le torchon brûle au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, principal parti de l'opposition de ce pays. Une plainte vient d'être déposée par ses membres contre le président de cette formation politique, Étienne Tshisekedi. Les détails dans cet élément de Blanche Bidgar. La plainte a été déposée le 19 novembre dernier par plusieurs membres actifs de la représentation Benelux de l'UDPS. Elle accuse M. Tshisekedi, qui séjourne en convalescence en Belgique depuis août 2014, d'avoir modifié unilatéralement les statuts du parti. De même qu'elle, la plainte réclame des éclaircissements sur des mouvements suspects de sommes et des dépenses injustifiées. Les plaignants reprochent des infractions de faux et usage de faux en écriture, d'escroquerie et de vol et ou d'extorsion. L'UDPS, minée par des divisions intestines, est la seule des grandes composantes de l'opposition congolaise à s'être montée disposée à dialoguer avec le camp du président Joseph Kabila. Une des raisons inavouées de la colère des membres du parti envers leur leader. Les avocats des dissidents affirment également que l'examen de la comptabilité de l'UDPS ferait apparaître des mouvements suspects d'argent et des dépenses injustifiées. Ils se refusent toutefois à donner plus d'informations afin, disent-ils, de préserver le bon déroulement de l'enquête. À l'approche des élections législatives et présidentielles en République démocratique du Congo, dont la tenue reste par ailleurs incertaine à moins de 11 mois de l'échéance, Étienne Tshisekedi Wamulumba annonce son retour prochain à Kinshasa. Présidentielle au Bénin, l'heure des alliances. Sous réserve du verdict final de la Cour constitutionnelle, la présidentielle béninoise de février 2016 pourrait voir s'affronter 48 candidats. Déjà, les grandes manœuvres et lobbying sont enclenchés de part et d'autre. Des alliances voient le jour aussi surprenantes les unes que les autres. La lecture de Blanche Bidgar. La bataille s'annonce rude autour de la présidentielle béninoise du 28 février prochain. Le verdict de la Cour constitutionnelle validant ou invalidant les 48 dossiers de candidature introduits auprès de la Sénat reste attendu. Mais déjà, les différents candidats entament des opérations de charme. Lionel Zinsou, le candidat de l'Alliance des forces Kori pour un Bénin émergent, du président sortant Thomas Boniaï, a annoncé mercredi qu'il bénéficiait du soutien du RB, la Renaissance du Bénin de Léadi Soglo, et de celui du Parti du Renouveau démocratique d'Adrien Oumbeji, actuel président de l'Assemblée nationale. Au sein de ces partis, le choix se justifie par une similitude des programmes des candidats respectifs qui admettent avoir été en négociation depuis plusieurs jours déjà avec l'actuel Premier ministre du Bénin. Mais pour le reste de l'opposition, c'est un gros coup de théâtre, surtout que la semaine dernière encore, Nicéphore Soglo, président d'honneur de la RB, vilipendait la candidature de Lionel Zinsou. Pour le moment, rien n'a filtré sur les accords qui ont été scellés, ni sur ce que le PRD et la RB ont obtenu en échange de leur soutien. Une chose est sûre, est que la tâche sera plus compliquée pour les adversaires de Lionel Zinsou, en particulier pour les hommes d'affaires Patrice Talon et Sébastien Ajavon, qui auraient aimé avoir le PRD de leur côté, une force politique incontestable au Bénin.
Le nouveau gouvernement burkinabé s'est réuni hier en Conseil des ministres, une première rencontre présidée par le chef de l'État élu fin novembre 2015. Un gouvernement de 30 ministres dans lequel le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré assume les fonctions de ministre de la Défense selon un décret publié mercredi matin à Ouagadougou. Le compte rendu de Blanche Midga. Tout comme son prédécesseur Blaise Compaoré, M. Kaboré a choisi de prendre le portefeuille de la défense et des anciens combattants. La réforme de l'armée étant une préoccupation dans un pays où l'armée joue un rôle politique prépondérant et dont l'histoire est marquée par de nombreux coups d'État et des tentatives de putsch. Dans la vision stratégique de ce gouvernement, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'incivisme seront au cœur même de l'action gouvernementale. C'est véritablement un combat qu'il faut mener contre le sous-développement. C'est un combat qu'il faut mener contre l'injustice. C'est un combat qu'il faut mener contre l'impunité. C'est un combat qu'il faut mener pour mettre fin à la pauvreté dans notre pays. Tirant leçon de tout ce qui s'est passé dans notre histoire récente, le chef de l'État a souhaité que la question de l'éthique et de la probité soit au cœur des choix des hommes qui vont animer l'équipe gouvernementale et tous ceux qui seront animés et appelés à jouer un rôle important dans l'administration de notre pays. Outre la stabilisation démocratique du pays, le gouvernement doit faire face au chômage massif et endémique des jeunes et la pauvreté dans un pays de plus de 17 millions d'habitants, dont plus de 40% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Économie pour la suite, la Côte d'Ivoire a recueilli 150 milliards de francs CFA sur le marché arabo-musulman à l'issue de sa première opération de levée de fonds par appel à l'épargne de fonds communs de titrisation des créances dénommé Soukouk État de Côte d'Ivoire 5,75% 2015-2020. Judith Kwendo. À l'issue de sa première opération de levée de fonds, la Côte d'Ivoire a récolté 150 milliards de francs CFA. Le succès de cette émission a permis à la Côte d'Ivoire d'être primée Soukouk Deal of the Year et Africa Deal of the Year par le journal Islamic Finance News du 6 janvier dernier. L'État de Côte d'Ivoire, dans sa politique de diversification des instruments de levée de fonds, a émis du 20 novembre 2015 au 21 décembre dernier un instrument de la finance Soukouk pour la mobilisation de ressources dans le cadre du financement de ses besoins d'investissement prévus dans le programme national de développement. Cet instrument permettra à l'État d'élargir sa base d'investisseurs à des entités des pays du Golfe réputées très liquides et aux investisseurs qui ne souscrivent que dans les produits financiers compatibles avec les principes de la finance islamique. L'État de Côte d'Ivoire est le deuxième pays de l'UEMOA à émettre un soukouk après le Sénégal. À titre de rappel, le soukouk est un emprunt obligataire islamique qui est à la finance islamique. Il a une échéance fixée d'avance et est adossé à un actif permettant de rémunérer le placement en contournant le principe de l'intérêt. Les soukouks sont structurés de telle sorte que leurs détenteurs courent un risque de crédit, reçoivent une part de profit et non un intérêt fixe et commun à l'avance comme dans un asset-backed security. À Libreville, le ministère gabonais de l'économie a servi de cadre à la signature des accords de financement entre la Banque mondiale et l'État gabonais. Ces signatures vont permettre la mise en œuvre de deux importants projets qui s'inscrivent dans la matérialisation du plan stratégique Gabon émergent du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Dina Koussou et Yannick Edo étaient sur place. Le projet de développement des infrastructures locales phase 2 est celui de l'accès aux services de base en milieu rural et renforcement des capacités ont été ce jeudi au cœur d'une rencontre aboutissant à la signature des accords de financement entre la Banque mondiale et le gouvernement gabonais. Notre présence au Gabon est d'autant plus justifiée que c'est un pays qui a une vision. On a le plan stratégique Gabon émergent qui définit les priorités du gouvernement et nous sommes là pour faire en sorte d'appuyer notre contribution. Ces projets qui réunissent les ministères gabonais de l'économie, de l'énergie et de l'intérieur visent aussi à concrétiser la politique de décentralisation du Gabon. Dans son projet de société, l'avenir en confiance, le président de la République s'engageait dans l'axe numéro 2
de faire de la décentralisation une réalité. Aussi, la cérémonie de ce jour constitue, en n'en point douter, une manifestation de cette volonté. Vous avez, dans le cadre de ce deuxième accord de prêt, pris en considération les préoccupations que nous avons dans l'accès en énergie et d'eau au niveau de l'intérieur, principalement. C'est ce projet de 60 millions de dollars qui va permettre à la fois de renforcer les capacités des structures qui gèrent l'électricité et l'eau, structures administratives et structures déconcentrées. Devant cette lueur d'espoir, les populations attendront désormais le lancement des travaux. Le projet de développement des infrastructures locales phase 2 et celui de l'accès aux services de base en milieu rural et renforcement des capacités sont deux importantes réalisations pour l'État gabonais. Comment se déclinent-elles? Que vont-elles apporter au quotidien des Gabonais et Gabonaises? La réponse dans ce reportage de Dina Koussou. Financé par la Banque mondiale, le projet de développement des infrastructures locales, qui est aujourd'hui à sa deuxième phase, vise d'une part à améliorer l'accès aux infrastructures et services urbains dans les quartiers sous-intégrés et d'autre part à renforcer les capacités basiques de gestion des 9 capitales provinciales du Gabon. Ce projet, qui a une durée de 5 ans, est né de la volonté du chef de l'État Ali Bongo Ndimba de mettre en œuvre une véritable politique de décentralisation. Cet accompagnement prononcé de la Banque mondiale pour le Gabon exprime la crédibilité de la politique de son Excellence Ali Bongo, le chef de l'État, déclinée dans le plan stratégique Gabon émergent, pour amener les populations gabonaises à moins de précarité, à moins de pauvreté. Et la Banque mondiale, donc, nous accompagne. Pour ce qui nous concerne, il s'agit particulièrement de l'aspect autonomisation des collectivités locales, collectivités territoriale. Le projet de l'accès aux services de base en milieu rural et renforcement des capacités sera aussi une bouffée d'oxygène pour les communautés vivant en zone rurale. Il a pour principal objectif d'élargir l'accès aux services de l'eau et de l'électricité en milieu rural et à mettre en place des mécanismes assurant la pérennisation des services fournis. Avec une entrée en vigueur pour mars 2016 et une clôture effective en mars 2022, ce projet aura pour maître d'ouvrage le ministère gabonais de l'énergie et des ressources hydrauliques. L'ONG EduCaf a dit son indignation face aux mesures prises par l'Université Omar Bongo et l'Agence nationale des bourses du Gabon, mesures qui visent à revoir à la hausse la moyenne de passage en master. Pour le responsable de cette ONG, cette mesure est en contradiction avec le système LMD et avec une batterie de textes régulant l'activité académique au Gabon. Le compte-rendu de Marielle Biogo. En porte-voix de la communauté estudiantine du Gabon, l'ONG EduCaf s'est dit être en désaccord avec les mesures récemment prises dans le secteur de l'enseignement supérieur. Ces dernières visent à conditionner le passage en master à l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à 12 ou à 13 sur 20, qu'il s'agisse d'un étudiant de l'université Omar Bongo ou de celui d'un établissement privé de la place. Face à la presse, Geoffroy Fumboula Libeka a énoncé que ces mesures étaient en violation de plusieurs textes en vigueur. Au niveau juridique, les mesures de 12 et 13 sur 20 de l'UOB-LANBG ne répondent à aucun fondement juridique, simplement parce qu'elles sont prises en violation des articles 3 et 5 de la loi du décret 340 portant application du système LMD au Gabon. Elles sont prises en violation de la loi 21/2011 portant orientation dans le cadre du système éducatif au Gabon. Étudiants gabonais et résumés engagés pour travailler. Pour travailler, oui, nous voulons l'excellence, mais les conditions doivent être réunies pour l'excellence. Si on n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de Wi-Fi, on ne peut pas s'en sortir aujourd'hui. Et la question aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a l'impression que le LMD cause un problème de fond, de compréhension, de fonctionnement. Les réformes sont importantes, mais il faut savoir pourquoi on les fait et où est-ce qu'on va en fait. Un bras de fer est donc engagé entre les responsables de l'enseignement supérieur au Gabon et l'ONG EduCaf. Restant au Gabon, l'École supérieure des sciences d'informatique et de gestion ESIG-BUSIA a livré sa 7e promotion. Ils sont au total 116 étudiants à avoir bénéficié de leur distinction honorifique, donnant accès au monde de l'emploi. Le compte rendu d'Abdoulaziz Maïga. Vêtus de toges noires et affichant un large sourire, ils sont au total 116 étudiants de l'École supérieure des sciences d'informatique et de gestion ESIG-USIA à décrocher leur diplôme couronnant leur parcours universitaire exemplaire.
Composée de fonctionnaires stagiaires et d'étudiants en formation initiale, cette 7e cuvée a reçu les encouragements du secrétaire général du ministère du Travail et de l'Emploi, représentant son ministre de tutelle, Simon Ntoutoum Eman, parrain de la promotion. Occasion pour le corps universitaire de promouvoir le potentiel de cet établissement et ses cursus de formation. C'est ici l'occasion de remercier sincèrement ces acteurs dont la contribution n'a pas été de moins. Le corps enseignant et le conseil scientifique sont particulièrement heureux d'avoir participé à la formation de cette cuvée 2015. Moment fort et mémorable pour les récipiendaires qui sont mis sur le marché de l'emploi. L'administration gabonaise s'est engagée depuis quelques années dans un processus de réforme. S'agissant de la réforme administrative, l'objectif est d'aboutir à une fonction publique performante. Le développement d'un tel projet exige nécessairement une ressource humaine bien formée. À l'École supérieure des sciences d'informatique et de gestion, le principe reste la formation des techniciens et des cadres supérieurs hautement spécialisés ayant des compétences élargies. Les usagers de téléphonie mobile camerounais, notamment de Douala, ont marqué leur mécontentement le week-end écoulé avec une journée de boycott des opérateurs MTN et Orange. Ils dénoncent les campagnes mensongères des opérateurs sur la connexion à la 3G et 4G. Dina Kossou. Le week-end écoulé n'a pas été de tout repos pour les opérateurs de téléphonie mobile qui ont fait face à la colère des usagers de téléphonie mobile. Une journée de boycott et des marches organisées par les associations de consommateurs ont servi de scène pour tirer sur les opérateurs MTN et Orange qui vantent la 3 et la 4G alors même que dans les faits, rien n'est visible. Les associations de consommateurs dénoncent une grosse arnaque pendant que les usagers souhaitent que la 2G au moins soit déjà opérationnelle. Au fait, ça ne sert à rien de troubler la population avec les histoires de 3G, les 4G là. Même en Europe, ça n'existe même pas. Et je vois que ces derniers temps, la connexion Orange bug. Et ce n'est pas normal de tromper la population, soit ses abonnés, pour dire qu'il y a 4G, alors qu'il n'y a rien comme 4G. Cette journée de boycott à Douala, essentiellement, est la première de ce genre. Elle marque l'engagement des consommateurs à mettre en garde les opérateurs de téléphonie mobile, dont les coûts de pub sont plus importants que les offres ne sont réalistes. En Ouganda, une nouvelle crise alimentaire frappe le pays. Depuis plusieurs mois, les productions agricoles sont insuffisantes et provoquent une raréfaction des denrées alimentaires. Cette crise touche surtout les enfants de moins de 5 ans qui sont victimes de malnutrition. Judith Kwendo. Dans cette plaine du nord-ouest de l'Ouganda, cette verdure est trempeuse. Le sol ne produit plus assez pour nourrir ces populations. Les mets sont pauvres en nutriments, par conséquent, la malnutrition frappe la majeure partie des enfants de moins de 5 ans. La plupart du temps, il est difficile de trouver de la nourriture car il n'y a pas de nourriture dans cette zone. Il y a une grande famine, nous devons lutter pour chercher de la nourriture. On a un gros problème pour nourrir nos enfants. La nourriture de base dans cette région est le matoka, une pâte faite à partir de la farine de banane et pocho à base de maïs. Mais ces aliments sont pauvres en vitamines, ce qui constitue la principale cause de consultation infantile dans la région. La faim est un problème grave à l'origine de nombreuses maladies. Quand il n'y a pas de nourriture, il faut s'attendre à avoir beaucoup de malades. Cela explique en partie le taux élevé d'enfants victimes de malnutrition. La malnutrition et la pauvreté que connaissent les régions du nord de l'Ouganda ont déjà coûté plus de 5% de revenus au gouvernement, selon une étude sur l'impact économique de la malnutrition menée par les autorités en 2015. Plusieurs autres pays, dont le Soudan du Sud, le Zimbabwe ou encore le Niger, connaissent un sérieux problème de malnutrition et manque de nourriture, selon l'ONU. Et l'aide humanitaire s'impose pour résoudre cette situation. Ebola, c'est terminé. L'épidémie la plus grave depuis l'identification du virus il y a 40 ans s'est officiellement achevée avec l'annonce de l'arrêt de toutes les chaînes connues de transmission au Libéria et dans l'ensemble de la région. L'Union européenne appelle tout de même à la prudence. Judith Kwendo.
La fin de la transmission d'Ebola a été rendue officielle aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. En 2 ans, l'épidémie a touché 10 pays et tué près de 11 500 personnes sur les 28 000 cas recensés. Après la Sierra Leone le 7 novembre et la Guinée le 29 décembre, le Libéria atteint ce jeudi son 42e jour, 2 fois la durée maximale d'incubation depuis le second test négatif sur le dernier patient. Aujourd'hui, l'OMS déclare la fin de la plus récente épidémie d'Ebola au Libéria. L'épidémie qui était associée à une recrudescence de cas à la mi-novembre. C'est également la première fois que les 3 pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, ont mis fin à toutes les chaînes connues de transmission d'Ebola depuis le début de l'épidémie en 2014. L'OMS voudrait féliciter les peuples, les gouvernements et les travailleurs de santé d'Afrique de l'Ouest pour leurs efforts considérables. Cela a été la plus importante et complexe épidémie d'Ebola jamais connue. Il y a eu plus de 28 000 cas, près de 11 300 morts et a nécessité un effort collectif. Par ailleurs, le commissaire européen à l'aide humanitaire reste prudent, rappelant que le travail de l'Union européenne est loin d'être terminé et qu'il faudrait rester vigilant. Le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée sont maintenant dans une période de 90 jours de haute surveillance, sachant que le virus Ebola est bien plus résistant dans le corps humain que ce que l'on imaginait. Sport à présent, avant de quitter le Gabon pour la Corée du Sud, où il devra se perfectionner afin de mieux aborder les prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Le jeune joueur de tennis de table vainqueur de l'Open de l'ambassade de Chine au Gabon est allé faire ses au revoir au ministre des Sports, Blaise Lembe. Armel Djembogo et Alexia étaient sur place. Médaille autour du cou, une poignée de main ferme, c'est sur cette image d'un athlète confiant que le jeune Trésor Ndong Doutoum s'est présenté au cabinet du ministre gabonais des Sports. À 12 ans, le champion cadet de l'Open de l'ambassadeur de Chine au Gabon, organisé à Libreville en décembre dernier, devra également s'affirmer au sport d'hiver. Il fallait persévérer, il fallait que je sois rigoureux face à mes adversaires, parce que les adversaires ne me laissaient pas de chance. Pour réussir à gagner toutes ces médailles, j'ai suivi les conseils de mon coach, j'ai suivi les conseils de mes encadreurs. Je me suis beaucoup entraîné. Aux côtés du jeune prodige, depuis 8 ans déjà, Yves Limet, l'entraîneur, reconnaît le travail abattu par son joueur pour atteindre le niveau qui est le sien. Le jeune Doutoum n'a pas été sélectionné par complaisance. Il a fait ses preuves. Il s'est bien battu comme un homme. Et aujourd'hui, il a eu ses médailles et ce voyage vers la Corée. Il y a eu un travail de fond qui s'est fait. Il y a eu une compétition organisée par le comité olympique dont il a été le champion et qui a été justement sélectionné pour ce départ vers la Corée. À l'endroit des talents gabonais, Blaise Lembe a dit, je cite, « Ce sont des athlètes qui nous font honneur, donc il nous faut les accompagner ». Et comme un père accompagnant son fils pour un long voyage, le ministre des Sports a démontré son affection, lui qui soutient sans faille l'ensemble des activités sportives menées au Gabon. Et le 7 en plus de ce journal, Aziz Maïga nous a déjà rejoint sur ce plateau. Avec lui, nous revenons sur la fin de la transmission de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, déclarée ce jeudi par l'OMS. Nous en parlons dans un instant. Bonsoir Aziz Maïga. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Alors aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et la fin de la transmission au Libéria. Un ouf de soulagement pour les populations de cette partie du continent? Et oui, Marie-Angèle, c'est bien sûr un ouf de soulagement pour toutes les populations de cette partie du continent, mais surtout la fin d'un cauchemar pour toute l'Afrique, parce que pour les Africains qui ont vraiment vécu cette épidémie qui a décimé cette partie du continent, c'était amer à supporter. Et nous qui sommes journalistes, aujourd'hui c'est un ouf de soulagement pour nous parce que au quotidien c'était des annonces de mort qui étaient à la une des journaux et aujourd'hui c'est un ouf de soulagement. Et après 3 ans d'épidémie, les médecins, les volontaires et tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre Ebola peuvent
peuvent finalement enlever leur blouson et c'est un ouf de soulagement pour toute l'Afrique. Et aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire est que le bilan en témoigne que Ebola a vraiment décimé l'Afrique. On parle de plus de 11 000 personnes mortes suite à l'épidémie d'Ebola. Donc vous comprenez que c'est une épidémie qui a voulu décimer toute l'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, on en sort beaucoup plus grandi. Et finalement, est-ce qu'on peut penser que le danger est définitivement écarté? À en croire la déclaration de l'OMS aujourd'hui, on peut dire que le danger est écarté d'une part, parce que la période d'incubation est de 21 jours et l'OMS a fait son expérience sur la base de 2 fois la période d'incubation qui est de 42 jours. Et c'est suite à cela que l'OMS a déclaré la fin d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais vigilance oblige, il va falloir que les populations restent toujours sereines, il va falloir que ces populations aient un système de sécurité ou encore un système sanitaire plus développé pour pouvoir contenir cette maladie qui a laissé sur le carreau plus de 11 000 personnes. Et aujourd'hui, on imagine qu'il y a un certain nombre de défis à relever. Alors, que peuvent-ils être? Alors, les défis à relever restent bien sûr, comme je le disais à l'instant, sur le plan sanitaire. Il va falloir que les populations ou encore les politiques puissent mettre plus de moyens sur le plan sanitaire en renforçant le plan sanitaire tant sur le personnel parce que la majorité des pays, je parle du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée, ils ont été surpris par cette épidémie qui a touché la population. Donc il va falloir renforcer les infrastructures sur ce plan, mais aussi mettre à la disposition de la population des services assez adéquats, aller vers les plus expérimentés pour pouvoir partager leur expérience en cas d'épidémie. Et c'est tout ça qui va faire en sorte que l'Afrique puisse contenir ces différentes épidémies qui se présentent souvent sur le continent. Et on imagine également qu'il y a des politiques qui seront mises en place ou qui sont déjà mises en place pour aider les orphelins de cette tragédie. Aziz Maïga, merci d'être placé sur ce plateau. Je vous en prie. Et merci. À demain. Fin donc de ce journal, mesdames, messieurs, voici le rappel des titres. En RDC, l'UPDS de Tiens Tshisekedi en crise. Le leader charismatique et historique de l'opposition congolaise devrait répondre à une plainte d'un groupe de dissidents au sein de son parti. Le Gabon et la Banque mondiale ont signé 2 accords ce jeudi. Il s'agit de 2 accords de financement de projets sociaux correspondant à une planification du gouvernement gabonais. Ce sont plus de 80 milliards qui ont été engagés par l'institution de Bretton Woods. Au Cameroun, les opérateurs de téléphonie mobile sont boudés par les usagers qui estiment que la 3G et la 4G sont une vue de l'esprit, alors même que la 2G ne serait pas encore opérationnelle. Toute l'équipe technique et rédactionnelle se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. À demain, 20h.